L'Institut Curie est le premier centre français de lutte contre le cancer. C'est un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares, et un centre de recherche d'excellence et de renommée internationale sur le cancer. 87 équipes de recherche, 1300 chercheurs de 78 nationalités différentes travaillent à faire progresser la connaissance du vivant et des dérégulations à l'origine des cancers. Mais qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes de science qui cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques pour mieux lutter contre le cancer ? Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Deborah Bourkis est une chercheuse étonnante qui a appris à faire avec ce qu'elle est. Directrice de recherche à l'INSERM, elle dirige l'équipe Décision épigénétique et reproduction à l'Institut Curie. Mais qu'est-ce que l'épigénétique ? Deborah Bourkis m'en donne la définition. La génétique, vous savez ce que c'est ? C'est les gènes, c'est les séquences d'ADN qui font qu'on fonctionne, qu'on se développe, qu'on vieillit même éventuellement. Et l'épigénétique, ça permet d'expliquer qu'on vient tous en fait d'une cellule unique, qui est l'œuf, qui a été fécondé par le spermatozoïde. Et donc ensuite, ça va donner la multitude de cellules qu'on a dans notre corps. Et pourtant, chaque cellule a un peu sa fonction, alors qu'elle dérive d'un même matériel génétique, elle a exactement les mêmes gènes, le même code. Mais elle est capable en fait de se diversifier, de multiplier ses fonctions, ses atouts. Donc il y en a une qui va être spécialisée pour faire du foie par exemple, donc elle va détoxifier. Il y a une cellule qui va pouvoir faire des neurones. Et on voit que c'est des cellules très différentes avec des fonctions différentes, mais elles ont les mêmes gènes exactement. Donc comment on explique ça ? L'épigénétique, en fait, c'est des espèces de petits drapeaux, des petites molécules chimiques, en fait, qui viennent s'ajouter sur les gènes et qui vont en éteindre certains ou en permettre d'en activer d'autres et qui vont faire, en fait, que toutes nos cellules n'expriment pas nos 25 000 gènes, mais seulement ceux qui sont nécessaires à leur fonction. Donc il y a des fonctions qu'on appelle de maintenance, c'est-à-dire des fonctions pour produire de l'énergie, se diviser, ça on va les trouver chez toutes les cellules. Mais après, les spécialisations font que chaque cellule va exprimer un nombre de gènes spécifiques à sa fonction. Donc des gènes importants pour le foie ne vont pas se retrouver dans le neurone, etc. Et donc, ça, c'est les petits drapeaux qu'il y a sur notre ADN qui vont dire à une cellule, toi tu vas là, tu seras une cellule de foie, toi tu vas là, tu seras une cellule de rein. Je schématise. Et c'est souvent comme ça qu'on les représente d'ailleurs dans les schémas scientifiques. Ouais. Des petits drapeaux avec des couleurs différentes. Vert, tu peux être exprimé, rouge, en général, c'est pas exprimé. Donc oui, c'est quelque chose d'assez visuel qu'on peut imaginer dans la cellule. Donc on a cette cellule unique, effectivement, qui va se diviser au début en quelques centaines de cellules qui sont à peu près identiques, hein, elles ont tout le même pouvoir. Et après, c'est des voies de signalisation, c'est-à-dire que c'est des cellules qui communiquent entre elles ou des choses extérieures qui vont dire bah, « tiens, tu vas plutôt faire ça, toi ». Et l'épigénétique vient ensuite pour consolider cette trajectoire, cette décision que la cellule a prise, pour que cette cellule se souvienne qu'elle est cellule de foie. C'est-à-dire qu'elle va se recevoir un signal au cours du développement, cette cellule, pour lui dire « toi, tu vas devenir une cellule de foie », mais toute sa vie, il faut qu'elle se souvienne qu'elle est cellule de foie et qu'elle ne retourne pas en arrière, etc. Et de même, les cellules filles qui viennent de cette cellule de foie, il faut qu'elles sachent qu'elles sont cellules foie. Et donc, c'est cette marque, on dit épigénétique, qui permet ce qu'on appelle l'héritage, pas forcément l'héritage entre les générations ici, de père à mère à enfant, mais héritage entre générations de cellules. D'accord, donc ces petits drapeaux, ça consolide. Voilà. Et ça rappelle aux cellules filles, vous êtes bien des cellules de foie. Et même à la cellule mère, en fait, parce que c'est une mémoire, c'est ce qu'on appelle aussi une mémoire, un catalogage, un archivage de cette identité qu'une cellule a prise et qui va ensuite être transmise à sa descendance. Et c'est ça l'épigénétique, c'est la mémoire de la cellule elle-même. Voilà, c'est son ça identité en fait, c'est une mémoire identitaire. C'est sur les bancs de l'université que Deborah Bourkis a assisté à la naissance de l'épigénétique à la fin des années 90. À cette époque, une nouvelle notion apparaît, la méthylation de l'ADN, soit le fait que l'ADN subisse des modifications biochimiques naturelles via l'ajout de groupements méthyl comme des petits drapeaux.
À la fin des années 90, on découvrait donc que l'activité des gènes pouvait être modifiée sans que la séquence de l'ADN change. Alors ça s'appelait même pas épigénétique à l'époque, c'était pas un C'était gros quand mot comme ça. Donc ça, j'ai eu ma thèse moi en l'an 2000 et j'ai commencé à m'intéresser à la méthylation de l'ADN, c'était ça, en 1996. Alors la méthylation de l'ADN, c'est ça? C'est les petits drapeaux? Les petits drapeaux qui sont sur la molécule d'ADN. Mais il y avait quelque chose d'assez fascinant, c'était une forme d'information donc non codée, moi, je trouvais ça assez fascinant, et qui puisse être transmise effectivement d'une cellule mère à une cellule fille. Donc ça, c'était cette espèce d'hérédité, moi, ça m'avait interloqué. Mais alors, vous parlez d'hérédité. Or, ce que vous m'avez expliqué avant, c'est pas de l'hérédité. C'est l'hérédité cellulaire. Mais effectivement, la grosse question, et ce qui fait beaucoup, en fait, débat et qui crée beaucoup de fantasmes, c'est effectivement, est-ce qu'on peut parler aussi d'hérédité entre les générations maintenant ? Parce que cette forme d'information, elle est stable, je l'ai dit, elle est réversible aussi. Elle peut être enlevée par rapport au code génétique qui lui est gravé dans le marbre, en fait. On peut enlever ces marques de méthylation. Et une grosse question, c'est est-ce que nos parents nous transmettent autre chose ? Est-ce que ces petits drapeaux qui étaient présents dans l'ovule et dans le spermatozoïde persistent, en fait, dans l'embryon qui vient d'être nouvellement formé et ensuite au cours du développement de cet embryon et de sa vie, en fait. Donc ça, c'est des questions que j'ai abordées assez précocement, effectivement, pendant ma thèse, où par des approches qui étaient un peu globales, on essayait de voir effectivement si les marques de méthylation qui venaient de l'ovule et du spermatozoïde restaient dans l'embryon au cours des premières heures et des premières divisions, jusqu'à ce qu'il passe de 1 cellule à 100 cellules. Et en fait, on voyait qu'il s'était mis à plat, en fait, c'était effacé. Ah bon ? Ouais, une forme de fonction reboot, comme un ordinateur, en fait. On remet à zéro. Et ça, c'est une spécificité des mammifères, donc l'homme, la vache, la souris. Moi, je travaillais sur la souris à l'époque. Et en fait, ça s'explique, puisque je vous l'ai dit, chaque cellule a son propre capital épigénétique. Donc l'ovule, il a une identité ovule, avec des petits drapeaux qui sous-tendent que c'est les gènes importants pour l'ovule qui vont être exprimés. Le spermatozoïde, de la même manière. Mais après, quand on est un embryon, en fait, ce qu'on veut faire, c'est tous les types cellulaires, des neurones, du foie, des spermatozoïdes, etc. Donc on comprend de manière intuitive, je dirais, qu'il faut remettre ça à zéro, sinon l'embryon, il va faire que de l'ovule ou que du spermatozoïde. Donc on a cette phase de reboot, de reprogrammation, qui est liée au premier jour de développement, propre aux mammifères, où on remet à zéro. Et ensuite, l'embryon, au moment où il s'implante dans l'utérus, il va regagner la méthylation de l'ADN notamment. Et puis après, il va y avoir des petites différences qui vont se faire suivant les tissus, les types cellulaires qui vont ensuite émerger de cet embryon, neurones, foie, peau, etc. Les recherches de Deborah Bourkis portent sur les anomalies de la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire quand les petits drapeaux ne sont pas déposés au bon endroit de l'ADN. Elle étudie le rôle de la méthylation de l'ADN dans le fonctionnement des cellules reproductrices des mammifères. Deborah Bourkis s'intéresse aux mécanismes épigénétiques qui affectent l'ADN des mammifères lors de la reproduction. Elle cherche à comprendre la fonction de l'épigénétique sur la fertilité. Je m'intéresse dans un cadre plus général, et là je vais vous perdre tous, c'est... En fait, il faut savoir que notre ADN, on a 25 000 gènes, je l'ai dit, mais si on regarde le poids de ces 25 000 gènes, ça représente 2% en fait, de la masse de notre ADN. Ce qu'on a surtout, c'est des séquences d'ADN qu'on appelle des éléments transposables. Donc, Les transposons. Des transposons qui sont présents, eux, en millions de copies, qui représentent 50% de notre ADN. Donc je dis 50% de transposons, 2% de gènes. Et en fait, ce qu'on a entre, c'est des systèmes de régulation, en fait. C'est comme des routes ou des choses comme ça, en fait. Et donc ces transposons, ça veut dire qu'ils sont capables de transposer, qu'ils sont capables de sauter dans notre ADN. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux, en fait, c'est qu'ils peuvent se multiplier, sauter dans notre ADN. Donc il ne faut pas imaginer non plus qu'on a un ADN qui est inerte, on a des petites séquences qui peuvent sauter, en fait. Et on pense que évolutivement, ça vient de virus qui ont réussi à rentrer dans notre ADN, et qui sont restés là depuis la nuit des temps. Il y en a qui sont là depuis l'origine des espèces. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'une espèce à l'autre, on va avoir certains transposons qui vont être conservés,
chez les mammifères de la souris à l'homme, mais ce qu'on a beaucoup, en fait, c'est les transposons qui sont spécifiques de chaque espèce, parce que ça reflète ce à quoi cette espèce a été exposée en termes d'agents infectieux au cours de l'évolution. Donc c'est encore un système d'archivage, en fait. On garde un petit peu trace de ce à quoi on était exposé au cours de l'évolution. Le séquençage du génome humain a permis de révéler que notre ADN est en majorité composé non pas de gènes, mais de transposons. Ces transposons, ces éléments mobiles qui constituent 50% de notre ADN, sont à la fois un don et une menace constante. Quand un transposon s'insère dans un gène, il peut le casser et perturber sa fonction. Ce sont les effets délétères et néfastes des transposons. En même temps, c'est un don formidable parce que c'est un matériel malléable qui, à l'échelle de l'évolution, peut être transformé, détourné en quelque chose d'utile. Beaucoup de nos gènes sont ainsi issus d'anciennes séquences de transposons qui ont été en quelque sorte sublimées ou domestiquées. Deborah Bourkis étudie le rôle que jouent les transposons dans les problèmes de fertilité. Mais ça ressemble à quoi un transposon ? Ça ressemble à un gène. C'est ça qui est difficile en fait. Et donc l'épigénétique, c'est là, si on retourne sur ça, c'est une des grosses questions, c'est comment nos cellules savent que c'est un gène ou savent si c'est un transposon. Parce que structurellement, ça a la même tête, ça peut faire les mêmes choses. Mais il y a des manières quand même de les reconnaître. Et donc l'épigénétique, c'est aussi une manière de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de chasser ces transposons. Donc à chaque fois qu'on a une vague d'invasion par un virus qui devient transposon, donc ça arrive quand même rarement, mais bon, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au début, la cellule ne va pas savoir réagir sur ce transposon, elle ne le connaît pas, elle ne sait pas ce que c'est. Et après, ce que va faire la cellule, c'est de développer des mécanismes pour reconnaître ce transposon. Soit pour le muter, soit pour le mettre sous silence par des mécanismes épigénétiques. Et donc, avoir ces transposons aussi, ça a été un moyen formidable de faire évoluer tous ces mécanismes de répression épigénétique ou tous ces mécanismes épigénétiques. Parce qu'en fait, au début, leur première contribution, c'est vraiment de mettre sous silence ces transposons pour que, si on les met sous silence, en fait, on peut les détourner et en faire quelque chose de bon. Et donc, ces mécanismes de suppression, de répression des transposons, ensuite, on peut eux-mêmes les détourner pour les gènes, pour réguler les gènes. Et c'est un domaine qui avait été un peu mis de côté parce qu'on pensait surtout que c'était l'ADN poubelle en fait, voilà. On engrange ces transposons, mais ils n'ont pas vraiment de fonction. Donc déjà, il y a eu une restauration de leur identité, de leur image, en se rendant compte que ça avait apporté beaucoup de choses au cours de l'évolution. Et aussi, il y avait un verrou technique, parce que comme c'est des séquences répétées qui sont partout dans notre ADN, c'est très difficile à étudier en fait. Donc il a fallu aussi venir avec des outils pour essayer de les comprendre, les connaître, quelle famille, quelle sous-famille, toi t'es le frère de machin, tu viens de lui, voilà. Parce que comme ils se propagent, etc., c'est des familles et des sous-familles. Et donc ça permet aussi un grand essor en fait, de leur étude aussi. Et maintenant, on comprend qu'ils sont impliqués dans tous les domaines de la vie. Donc je vous ai parlé de l'évolution, la régulation des gènes, le cancer, parce que quand ils se réactivent, ils peuvent aussi être reconnus par le système immunitaire, en fait. Oh, cette cellule elle réactive les transposons, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Ça doit être une cellule qui commence à dérailler. Moi, j'étudie ça dans le contexte de la fertilité, donc ce qui se passe dans le spermatozoïde, dans l'ovocyte, dans l'embryon précoce. Donc ce sont les transposons aujourd'hui que vous étudiez Oui. Au moment de la reproduction, dans la reproduction des mammifères. Voilà, donc en amont, quel est leur rôle sur la fertilité ? Ils peuvent avoir des rôles bénéfiques, mais on a aussi on travaille avec la souris principalement, donc on fait des mutations sur ces régulateurs épigénétiques qui ciblent les transposons et on regarde ce que ça fait quand les transposons se réactivent massivement. Et alors ça fait des problèmes, je ne vous le cache pas. Mais en fait, ce qu'on peut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est que le spermatozoïde, donc du côté du spermatozoïde, il est hyper vulnérable en fait. Si les transposons se réactivent, il n'y a pas de spermatozoïde qui est produit en fait. Ça s'arrête très tôt au cours de la spermatogénèse. L'ovule, en fait, lui, il semble en fait plutôt tolérer que les transposons soient actifs. Il s'en fiche un peu en fait. Donc voilà, il y a aussi des différences de calendrier, d'agenda, de susceptibilité entre l'ovule et les spermatozoïdes qui est assez intéressant aussi. Deborah Bourkis étudie les processus épigénétiques, dont la méthylation de l'ADN, qui mettent sous silence les transposons et comment une défaillance de ces modes de défense contre les transposons
peuvent compromettre la fertilité. Mais est-ce que cette recherche fondamentale pourrait avoir une application clinique dans la lutte contre le cancer ? Est-ce que l'on pourrait imaginer des thérapies qui inhiberaient ou réactiveraient ces fameux transposons ? Il y a une drogue qu'on appelait la 5-azacitidine, qui est une drogue qui est utilisée en cancérologie depuis très longtemps en fait. Et c'est une drogue qui empêche la méthylation de l'ADN. On le sait très bien. On ne savait pas très bien par quel mécanisme en fait c'était efficace, pourquoi ça tuait les cellules cancéreuses. Ouais. Et c'est il y a seulement quelques années qu'on a compris en fait, c'est parce que ça réactivait les transposons. Du coup, ces cellules qui réactivaient les transposons étaient reconnues, parce qu'elles commençaient à exprimer des choses qui ne devraient pas être exprimées par une cellule à ce moment-là. Le système immunitaire les détecte et voilà, élimine cette cellule. Mais voilà, c'était une drogue qui était utilisée avec une efficacité reconnue, mais sans qu'on connaisse les mécanismes sous-jacents. Donc maintenant, un des enjeux, c'est peut-être développer la meilleure drogue possible pour activer le bon type de transposon, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, on a de multiples familles qui coexistent, qui cohabitent dans notre ADN aussi. C'est des familles qui sont arrivées, une autre famille qui arrive ici, c'est des vagues de migration, faut le prendre comme ça. Avec des cohabitations plus ou moins faciles, parce que quand il y a une nouvelle vague qui arrive, en fait, elle va commencer à dominer les autres, et les autres vont s'éteindre. En fait, c'est aussi intéressant à voir d'un point de vue évolutif, ces vagues de colonisateurs de notre ADN. Et si je peux faire juste un petit parallèle, donc là, on ne le voit pas à notre époque, en fait, de nouvelles colonisations, mais chez l'humain en tout cas, mais on le voit chez le koala. Le koala, en Australie, donc, est en train de subir l'expérience d'une nouvelle invasion de transposons. Et pourquoi, on sait ? En fait, c'est un agent infectieux, un virus, qui, normalement, les virus ont plutôt attaqué nos cellules, je ne sais pas, de sang, ce qu'on veut, etc. Mais en général, les spermatozoïdes et les ovules sont quand même protégés de tout ce qui est infection. Mais il y en a certains qui arrivent à gagner accès à ces cellules et en plus à s'intégrer dans l'ADN, ce que font pas tous les virus. Et donc là, ce virus a réussi, en fait. Et donc, normalement, une fois que le virus s'est intégré dans l'ADN, ce qui va se passer au cours de l'évolution, c'est qu'il va perdre la possibilité en fait d'être infectieux. Il perd en fait les bouts de séquences qui lui permettent de former des petites enveloppes et d'infecter les cellules voisines. Et donc après, il est résident obligatoire de la cellule, il ne peut plus infecter. Et donc là, on est encore à l'équilibre où ces koalas, ils font encore de la transmission de ce virus par infection, donc ce qu'on appelle de la transmission horizontale d'un individu à l'autre. Mais comme il s'est intégré aussi dans l'ADN, il y a aussi la transmission verticale, puisque maintenant il fait partie du patrimoine génétique, donc des parents à enfants, on va avoir aussi une propagation, et il commence à se multiplier aussi dans l'ADN. Donc on est en train d'être témoin en fait d'une nouvelle arrivée de transposons chez cette espèce particulière. Si je comprends bien ce que dit Deborah Bourkis, grâce aux transposons, nous portons en nous l'histoire des infections virales auxquelles notre espèce a été exposée au cours de l'évolution. On sait en fait que ces transposons, ils sont liés, je sais pas, à des bêta-virus, à des gamma-virus, suivant les familles qu'on a. Après, ils ont divergé, ce qui fait qu'ils sont plus infectieux, comme je l'ai dit, mais on peut retracer des origines communes avec des familles de virus infectieux qui existent toujours. Donc si je comprends bien, il y a des transposons qui sont des vieux transposons. Voilà. Et eux, en fait, en général, ce qui se passe aussi, c'est comme ils n'ont pas vraiment de fonction particulière, c'est qu'ils vont accumuler des mutations, ce qu'on appelle la dérive génétique. Ils accumulent des mutations et donc ils vont s'éteindre en fait progressivement et même se perdre de l'ADN en fait. Ils vont partir de l'ADN. Ils vont pas partir, mais ils vont accumuler tellement de mutations qu'on ne sait plus que c'est un transposon à la fin. Donc il va rester dans le bruit de fond en fait de l'ADN. D'accord. Ça c'est les vieux en fait, voilà, qui disparaissent ou il reste des bouts. Ah tiens, ça c'était un bout de transposon, mais ils peuvent plus s'exprimer, ils peuvent plus se mobiliser. C'est des vestiges. Et c'est sur ces vestiges qu'on peut faire des choses, en fait, justement, parce qu'ils sont plus actifs et on peut les détourner pour quelque chose. Et après, il y a les jeunes transposons qui sont effectivement apparus plus récemment. Donc, il y a l'exemple chez la souris, une famille de transposons qu'on appelle les IAP, qui sont trouvés que chez les rongeurs, en fait, mais qui sont toujours hyper actifs, donc qui ont à peu près, 40 millions d'années, à l'échelle c'est pas beaucoup à l'échelle de l'évolution. Et eux, ils sont encore hyper actifs, en fait. Ils bougent encore beaucoup dans le génome des souris, ils font aussi des dommages en fait, en bougeant, en inactivant des gènes, etc. Mais on peut penser à un scénario de science-fiction où des très vieux transposons qui seraient actifs. Ah. Ben, en fait, oui,
On pourrait faire des espèces de chimères. En général, ils ne peuvent pas se réactiver parce qu'ils ont perdu leur séquence qui leur permet d'être exprimés. Mais oui, on peut faire des chimères. Il y avait eu notamment dans tout ce qui était thérapie virale, notamment dans les cas d'immunodéficience, où en fait on donne des bouts d'ADN viraux en fait, pour traiter des maladies, pour livrer des gènes qui sont défaillants. Et il y a eu des problèmes parce que donc, il y avait des essais sur les enfants et ça a commencé en fait à échanger du matériel avec les transposons qu'on avait dans notre corps. En fait, il y avait des séquences d'ADN qui étaient similaires et ça a fait des espèces de chimères qu'on ne voulait pas forcément. Dans le prochain épisode de Tête chercheuse, Déborah Bourkis nous parlera d'herbier, de crâne de campagnol et de névrose. Tête chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances et donne à entendre la complexité du vivant. Tête chercheuse est un podcast réalisé par Louise Charlotte Simone, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alice Anne Brassac, production Chloé Tavitian.